Alors que la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, élabore un projet de loi sur la famille, comprenant un volet sur l'adoption, la question d'ailleurs de ces travaux sera présentée lundi. Il s'agit donc de travailler, entre autres, sur l'adoption et assouplir, qui sait, les conditions d'obtention, notamment de l'agrément, ce précieux sésame certifiant qu'on est apte à adopter. Alors évidemment, toutes ces questions nous font aujourd'hui consacrer les matins de France Culture à l'adoption en France aujourd'hui. Qu'y a-t-il à réformer, sachant que notamment depuis 5 ans, le nombre d'adoptions a été divisé par 2, passant de 3200 en 2007 pour les adoptions internationales à 1600 en 2012. Et puis souvent la question ritournelle, pourquoi l'administration semblait-elle rendre de façon indéfectible ce parcours du combattant encore plus compliqué qu'on ne l'imagine? Pourquoi mettre des bâtons dans les roues aux familles dans une situation où le besoin de parents vient combler le désir d'enfant? Pour parler de tous ces sujets, 4 invités aujourd'hui, excusez du peu. Nathalie Parent, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Enfance et Famille d'Adoption, EFA, qui comporte un nombre très grand d'adhérents, 9000 familles d'adhérents, et entre autres qui recouvre, on va dire, plus de 200 000 enfants adoptés depuis sa création il y a 60 ans. Vous m'avez dit même jusqu'à sans doute 250 000. Et l'EFA que vous présidez, c'est 93 associations départementales en métropole et dans les DOM-TOB. Le deuxième invité, homme de l'art, Serge Effez. Bonjour. Bonjour. Psychiatre et psychanalyste spécialisé dans la famille et notamment responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Faut-il présenter Caroline Eliachef, que l'on entend tous les mercredis sur France Culture pour les idées claires, tous les mercredis matins. Vous avez beaucoup travaillé notamment, et vous continuez d'ailleurs sur la question des cas des enfants adoptés qui sont en attente d'adoption. Je rappelle bien sûr que vous êtes psychanalyste et psychiatre. Et puis, last but not least, restez bien au garde à vous, le directeur de France Culture, Olivier Poivre d'Arvor. Bonjour Olivier. Bonjour. Puisque vous venez de publier chez Grasset Le jour où j'ai rencontré ma fille. On ne sait si c'est un récit totalement autobiographique ou un roman, mais enfin sur le parcours et les péripéties quant à l'adoption d'une petite fille togolaise qui a aujourd'hui 11 ans et qui quand même est donc votre fille. La première question sera extrêmement simple, peut-être d'abord à Nathalie Parent. Qu'y a-t-il donc de plus urgent, dirons-nous, à réformer sur cette question de l'adoption aujourd'hui? Qu'est-ce qui pose problème qui ne serait pas toujours résolu? On se souvient d'un rapport de Jean-Marie Colombani en 2008, pointant du doigt surtout la question, par exemple, des conseils généraux. Mais enfin, selon vous? Selon nous, aujourd'hui, en repartant des enfants, le profil des enfants s'est fortement modifié. On voit arriver quand même de plus en plus d'enfants grands, d'enfants porteurs de handicap, d'enfants fratries. Enfin, les enfants petits en bonne santé, mis à part les pupilles de l'État aujourd'hui, sont très peu. Pour nous, c'est un accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agrément, c'est une évaluation de la capacité à être parent par adoption. Alors l'agrément, on va dire, c'est quoi? C'est une petite batterie d'examen que passe une famille pour savoir si elle est autorisée ou pas, apte ou pas à adopter. Oui, c'est une évaluation de la capacité d'être parent d'un enfant que l'on n'a pas fait, qui est donc effectivement fait par le Conseil général, par le service de l'aide sociale à l'enfance. Cet agrément, c'est le sésame qui va vous permettre ensuite peut-être de pouvoir adopter. Mais c'est une simple évaluation qui est faite d'un côté par un travailleur social et de l'autre par un psychologue dans la majorité des cas. Nous, ce que l'on demande aujourd'hui, c'est une véritable, premièrement, information de la réalité de l'adoption aujourd'hui, parce que on se rend compte que les postulants ne sont pas du tout au courant, ne se rendent pas du tout compte de ce qu'est la réalité de l'adoption. Donc c'est une information beaucoup plus poussée que celle qui est faite dans les conseils généraux et qui est relativement disparate en fonction des départements. C'est une préparation aussi avant cet agrément, c'est-à-dire la parentalité adoptive n'est pas une parentalité qui est comme les autres. Nous ne sommes pas des parents tout à fait comme les autres, puisque nos enfants ont tous été abandonnés. Donc de toute manière, ce sont des enfants qui ont un traumatisme avec lequel il va falloir qu'ils se construisent. Donc c'est une préparation aussi à ce qu'est la parentalité adoptive, seulement après l'agrément, et un accompagnement donc qui va se faire avant l'agrément,
pendant l'agrément, pendant l'attente qui est de très très longue et après. Tout cela, c'est sous la houlette du Conseil général, du département ? Aujourd'hui, l'agrément est sous la houlette du Conseil général. Après, on peut tout créer, c'est-à-dire que faire un accompagnement, c'est aussi aujourd'hui, l'AFA en fait, l'Agence française de l'adoption, les organismes agréés en font, nous, à EFA, nous en faisons dans nos associations, les conseils généraux, selon les cas, en font. C'est peut-être aussi d'arriver à un moment à poser tout ça et à mutualiser. Alors, je propose d'écouter le témoignage, justement, d'une dame, Josiane Giacalone, 55 ans, qui a adopté une fratrie après moult péripéties d'enfants de Lettonie. Elle raconte au micro de Tanguy Bloom la perte d'énergie que représente la lourdeur des démarches. En fait, en face de nous, on avait un mur de verre. Tout était pré-pensé. On ne peut pas envisager, on ne peut pas imaginer qu'une administration en France puisse en arriver là. Mais je peux comprendre qu'ils ont beaucoup de dossiers. Mais on ne traite pas de... Enfin, je veux dire, on n'est pas des numéros, c'est des enfants dont on parle. Et l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas qu'il reparte en Lettonie, il était qu'il rejoigne sa fratrie. Alors, en fin de compte, on aboutit au bout de 2 ans à reconnaître que, oui, effectivement, nous avons la capacité d'adopter cet enfant, mais quel temps perdu sur un adolescent, enfin sur un préadolescent. Donc derrière, il a fallu, effectivement, je dirais galérer, entre guillemets, pour lui, c'est lui surtout qui a galéré, parce qu'il a fallu lui apporter l'enseignement, les chances, en fait, de réussite après dans ce pays qu'il intégrait. Depuis la langue, en passant par l'école, par les diplômes. Je tiens à dire qu'il a super bien réussi, mais qu'il n'a pas eu l'adolescence qu'il aurait pu avoir, sereine, parce qu'on aurait pu l'adopter plus tôt. Et je pense que aussi beaucoup de gens qui travaillent dans l'administration dans le cadre de l'adoption devraient aller dans les orphelinats, parce que moi je me suis vue entendre dire que c'était pas grave si j'adoptais pas Vitalis, si nous n'adoptons pas Vitalis, dans le sens où de toute façon il y aura quelqu'un d'autre qui l'adoptera, il n'y a pas de souci. Voilà. Même si ça partait d'un sentiment effectivement logique, mais l'intérêt de Vitalis, c'était de réintégrer sa famille quand même, enfin sa fratrie. Donc voilà, on a affaire des fois à des gens qui répondent de cette façon-là, à des personnes qui sont déstabilisées complètement et complètement émotionnellement perdues. Tout va bien pour Vitalis, je vous précise, il a fait sa 3e année, il est intégré chez les Compagnons du Devoir et il a obtenu son CAP. Alors, commentaire Serge Effez. Écoutez, c'est des parcours que nous racontent la plupart des parents dans ces situations d'adoption. C'est-à-dire que leur cœur est ouvert, les enfants les attendent, et puis il faut s'exposer à tous ces problèmes et toutes ces tracasseries administratives, sachant que évidemment plus un enfant va être adopté tôt, plus la filiation à sa famille va pouvoir se faire facilement. Alors cela dit, en même temps, on peut imaginer qu'il n'est pas totalement anormal que l'on soit attentif au fond, à qui veut adopter. C'est pas juste une affaire comme ça d'un claquement de doigts. Ah, j'ai pas d'enfant, je voudrais un enfant, et crac, laissez-moi adopter un enfant. Enfin, c'est quand même, il s'agit de la vie, c'est de la vie de tout jeunes gens. Je ne sais pas, non Oui, Nathalie Parent. Entièrement. Je crois qu'il est important d'avoir un projet qui soit solide, d'avoir des parents qui soient solides, qui aient bien maturé leur projet, c'est-à-dire qu'ils soient bien en capacité d'accueillir cet enfant-là. C'est-à-dire, quand je dis maturer son projet, c'est aussi avoir ses limites. Tout le monde n'est pas en capacité d'adopter un enfant grand, qui a un passé difficile, d'institutionnalisation longue. Donc, il faut que les parents, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y ait véritablement des parents qui soient solides dans ce projet de parentalité, et ça prend toujours effectivement un petit peu de temps. Après, surtout que les choses se compliquent encore après selon l'enfant que l'on veut adopter. Est-ce que c'est un enfant qu'on veut adopter en France ou est-ce que c'est un enfant qu'on veut adopter à l'étranger? Alors là, ça n'est pas fini. Caroline Eliachef. Oui, moi je suis absolument d'accord avec ce que vous dites et pour ajouter autre chose, vous dites, et vous avez parfaitement raison, que les parents ne sont pas préparés à adopter, les enfants non plus. Je me suis occupée pendant des années des enfants en attente d'adoption. Et voilà, cette préparation, elle est au moins aussi importante que celle des parents. Alors, quand vous posiez la question, Marc Guinchet... Que faut-il réformer? Voilà. Alors, il y a évidemment la question de la législation qui n'a pas changé depuis de fort nombreuses années, et des questions se posent effectivement sur l'adoption plénière et l'adoption simple. Simple. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'adoption plénière? C'est quoi l'adoption plénière, qui est la plus utilisée en France, substitue les parents d'adoption aux
parent géniteur. Alors effectivement, les choses ont maintenant changé. On a considéré pendant des années que l'idéal pour adopter, c'était un enfant très jeune, si possible né sous X, c'est-à-dire né de nulle part. On a beaucoup changé là-dessus, et en particulier grâce aux enfants adoptés qui sont devenus des adultes et qui, pour certains d'entre eux, n'acceptent plus cette substitution et aimeraient que l'adoption, ça soit une addition. Voilà, donc ça, je pense qu'il y a toute une réflexion à mener, en particulier avec les parents et les futurs parents, bien entendu, et les enfants adoptés. Olivier Perrault-d'Arvor. Mon point de vue est un peu différent, parce que je viens d'adopter une enfant. Donc, première chose... À l'étranger. À l'étranger, au Togo. Première chose, on parle d'une situation très douloureuse en ce moment. Très, très douloureuse. Il y a 25 000 agréments, il y a 2 000 parents qui vont adopter. Donc, il y a 23 000 familles qui ne sont pas abusées, mais qui vont se retrouver dans des situations extrêmement complexes, ne pas pouvoir avoir d'enfants. La loi sur le mariage pour tous permet, a priori, aux familles homoparentales d'adopter. On sait très très bien que ça va être extrêmement difficile, voire quasiment impossible. Et qu'à la limite, être homosexuel, autrefois, en tant que célibataire, permettait d'adopter. Aujourd'hui, dans le cadre d'un mariage homoparental, ça sera extrêmement difficile. Donc, on parle quand même de situations très douloureuses. En l'occurrence, j'ai eu une expérience qui était la mienne, qui était celle de l'infertilité, et beaucoup de parents arrivent à ce moment d'adoption dans cette situation-là. Par ailleurs, je crois que l'adoption, c'est pas tellement, la question n'est pas de savoir si c'est un problème ou une solution. L'adoption nous a permis, à travers cette décennie, d'imaginer un autre type de filiation. Et ça, je trouve très intéressant. Et je trouve qu'il ne faut pas abandonner ce sujet-là. Il ne faut pas dire l'adoption, c'est compliqué, ça va être de plus compliqué. Je sais que beaucoup de réponses ici vont dire qu'il faudrait réduire le nombre d'agréments. Moi, je ne suis pas certain. Parce que je pense que... le fait est que là, vous dites qu'il y a quand même 23 000 sur le carreau. Hein. Mais ce que l'adoption nous a montré, c'est que la filiation est avant tout sociale et qu'elle n'est pas nécessairement fondée sur l'engendrement ou sur l'enfantement. Et c'est là où je trouve que cet apparentement est extrêmement moderne, qu'il y a quand même aujourd'hui, rappelons-le, beaucoup d'enfants qui sont dans une situation de très grande précarité dans le monde, 50 millions d'enfants qui ne sont pas déclarés ou reconnus à l'état civil. Donc on peut pas complètement traiter le problème en disant soyons beaucoup plus exigeants dans le cadre de l'agrément, et puis laissons ces situations se faire. Il y a aujourd'hui, je crois, des solidarités qui peuvent se créer, qui sont des apparentements, hein, pas forcément des adoptions classiques, plénières ou simples, mais qui font qu'aujourd'hui, des parents et des enfants vont se rencontrer sous une forme ou une autre, quelle qu'elle soit, pas forcément juridique, telle qu'elle est aujourd'hui formulée. Alors tout de même, pour comprendre tout de même que c'est quand même un sacré parcours du combattant, écoutez cette fois ce témoignage de David, 42 ans. Il est en Vendée avec sa femme Myriam, et il voit le bout du tunnel après une procédure de 10 ans à peu près. Ce couple qui voulait adopter initialement une fratrie a été redirigé chaque fois avec ses projets par le Conseil général. Ça va faire 10 ans qu'on a fait notre première demande d'agrément. Au départ, on nous a dit que, comme on était jeunes, le mieux c'est de partir sur un agrément pour un enfant. Donc on a suivi les conseils, et au bout de 5 ans, la durée de l'agrément, on n'avait toujours pas de proposition d'enfant. Suite à une mutation professionnelle, je suis arrivé en province, et puis au bout d'un moment, on s'est dit, nous, on a envie de changer. On s'est dit, on va faire une demande. Comme c'était notre souhait dès le départ, d'avoir une fratrie d'enfants, plusieurs enfants, quoi. C'est à partir de ce moment-là que ça a été assez compliqué, quoi. On a fait construire une maison dans un autre département, ce qui fait qu'on a changé encore de conseil général. Et là, ça s'est pas rangé du tout non plus, quoi. On s'est un petit peu battu. On a eu toute une procédure avec des rapports qui étaient faits par une psychologue et faits par une assistante sociale. Ces deux rapports étaient complètement... ça nous correspondait pas, quoi. On avait l'impression que c'était d'autres personnes que nous. Les propos que j'avais dit, le faisaient dire à mon épouse et inversement, quoi. Donc, à ce moment-là, on est reparti sur un combat, on va dire. Ils nous ont donné, en fait, un agrément pour 2 enfants, quoi. Mais pas pour 3, comme on avait demandé au départ, quoi. On a recommencé encore des courriers qu'on a envoyés dans plusieurs associations. Certaines nous ont répondu par la négative, et il y en a une qui nous a proposé un entretien, et c'est à ce moment-là qu'ils nous ont dit qu'ils allaient nous aider pour un projet d'adoption, quoi. Donc là, la procédure est en cours. On nous avait dit que ça va être difficile. Bon, c'est sûr qu'on s'attendait pas à ce que ça dure si longtemps que ça, mais pour les gens entre guillemets normaux, ça se passe pas comme ça. C'est pas comme pour Madonna ou une autre personnalité, ça va assez vite. Mais pour nous, non, c'est pour les gens normaux, on va dire que c'est compliqué, quoi. Oui, il est vrai qu'apparemment, il n'a pas la chance, lui, que peut avoir Angelina Jolie, Brad Pitt ou encore Madonna, Nathalie Parent.
Ce que je voulais un petit peu revenir sur ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'adoption, c'est quand même avant tout une mesure de protection de l'enfance. Et je rejoins tout à fait ce que disait Madame Eliatchev sur la préparation des enfants. C'est vrai que c'est quelque chose qui est indispensable, qui n'est pas forcément fait dans les pays dans lesquels on adopte, mais on adopte parce que cet enfant-là a besoin d'une famille, et on est bien sûr de la protection de l'enfance. Dans cette protection de l'enfance, on va faire un bilan d'adoptabilité, et c'est ce bilan d'adoptabilité en principe qui devrait pouvoir à ce moment-là dire si on est en adoption plénière ou en adoption simple, et non pas simplement il y a quand même une question qui est posée là à chaque fois, c'est la question des conseils généraux. Bon, est-ce qu'il faut créer une instance plus homogène sur le territoire que d'être baladé d'un conseil général à un autre qui n'a pas apparemment les mêmes façons de dire oui, vous avez l'agrément, oui, non, vous ne l'avez pas? Est-ce que c'est quand même pas là un des cœurs du problème? Il y a des disparités en effet d'un conseiller général à un autre, c'est vrai, mais la question en effet est posée, c'est que il semble qu'il y ait beaucoup d'agréments qui soient donnés, beaucoup trop par rapport à la possibilité pour ces familles d'adopter. Et donc on crée des chimères, on crée beaucoup d'illusions et beaucoup de douleurs en fait, qui s'ajoutent à la douleur déjà du fait que ces familles ne peuvent pas avoir d'enfants biologiquement. Et donc en effet, on est dans une situation d'entonnoir aujourd'hui de plus en plus grande. L'adoption. Vous dites, Nathalie Parent, que l'adoption va disparaître peut-être dans quelques années internationales. Et nous sommes en compagnie, bien sûr, comme chaque jour, du camarade Couturier. 8h et donc 16 minutes toujours. Brice, bonjour à vous. Bonjour Marc, sous l'autorité des éminents psychologues qui sont autour de cette table et de Caroline Eliatchev, notre amie en particulier, je voudrais vous proposer quelques idées sur l'adoption, vu du point de vue de la psychologie la plus pratique et la plus basique, car je ne suis pas spécialiste. L'adoption est souvent comparée à une greffe. Pour qu'elle prenne, il faut, disent les psys, qu'on y mette de la bonne volonté des deux côtés. Alors du côté des parents, des parents, les attentes sont généralement disproportionnées, écrasantes pour l'enfant. C'est qu'on l'a attendu bien plus que 9 mois, celui-là ou celle-là. Rapidement consciente du surinvestissement dont il est l'objet, l'adopté craint forcément de décevoir. Mais la blessure symbolique, créée par l'infécondité, crée aussi un sentiment d'illégitimité chez l'adoptant, l'angoisse de n'être pas à la hauteur, donc chez les parents. Du coup, ils auront tendance à se montrer plus exigeants envers eux-mêmes que ne le seraient des parents biologiques. S'ils ont déjà des enfants, il leur est recommandé de ne pas se livrer à des comparaisons du genre « à ton âge, ta sœur faisait déjà ça ». Comme disent nos amis québécois, l'enfant adopté est incomparable. Ses habiletés langagières, mais aussi psychomotriciennes, se développeront par bond. Il lui faudra parcourir un chemin plus ardu que celui des autres. Il aura besoin de plus de temps. Dans un premier temps, on assiste, disent les psychologues consultés par moi, à une phase de déni des différences. Ainsi se construit un roman familial aussi approchant que possible du modèle déposé de la famille biologique classique. Aux fêtes de famille, il y aura les grands-parents, les cousins. On transmettra à la mémoire collective de la famille avec ses hautes figures et ses repères chronologiques. Cela satisfera les deux parties, mais le mythe risque de se fissurer lorsque l'enfant aura grandi et qu'il ne se contentera plus des demi-vérités qui auront bercé son enfance. Au fond de tout enfant adopté, on le sait, gît un deuil, celui de ses géniteurs qui ont disparu, qui l'ont probablement abandonné. Selon Christian Flavigny, la blessure narcissique originaire le porte donc à l'auto-accusation. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cet abandon? Il lui faudra reconstruire son estime de soi à l'aide des parents d'adoption. En outre, cette perte originaire crée en lui un sentiment d'insécurité qui le poursuivra toute sa vie et qui le poussera en particulier à l'adolescence à tester la solidité du lien familial avec sa famille d'adoption. D'où des attitudes de défi. Par crainte inconsciente d'être à nouveau abandonné, l'enfant de l'adoption semble la provoquer. Mais c'est parce qu'il redoute la répétition du rejet initial dont il pense avoir fait l'objet à sa naissance. D'un autre côté, ayant été exposé très tôt dans son existence à des situations menaçantes, l'enfant adopté a développé un instinct de survie qui le rend capable de résilience qui étonneront ses parents. Plus tard, il voudra ou non remonter vers ses origines, découvrir l'endroit d'où il est venu. Si tel est le cas, tel le saumon, rien ne le dissuadera de nager à contre-courant vers sa source. Les parents ne doivent pas interpréter cette quête comme un désaveu à leur égard, un refus de cette famille qu'ils ont construite ensemble. C'est pour éviter de futurs traumatismes que les psychologues consultés semblent converger sur l'idée qu'il faut dire très tôt la vérité à l'enfant adopté sur ses origines.
De toute façon, d'une manière ou d'une autre, il ne manquera pas de la prendre par des tiers. Et quelle famille n'a pas, elle aussi, ses petits secrets? Voilà, la chronique de Brice Couturier à retrouver et télécharger sur franceculture.fr. J'ai vu de très nombreux hochements de tête que vous n'avez pas vu pendant votre chronique, Brice, et notamment Serge Effez. Oui, enfin, ce que vous dites est juste, bien évidemment. C'est-à-dire que c'est un chemin extrêmement particulier qu'ont les enfants adoptés à faire pour que cette greffe prenne. Ils doivent effectivement revisiter leurs origines, ils doivent traverser un certain nombre de fantasmes sur les parents biologiques dont ils sont issus pour pouvoir adopter dans un deuxième temps leurs parents. Parfois, c'est rendu encore plus difficile s'ils n'ont pas la même couleur de peau, enfin, s'il y a des choses évidentes qui les différencient de leurs parents. Mais tout de même, il me semble que cette histoire d'adoption, vous posiez tout à l'heure la question de savoir qu'est-ce qu'il s'agirait de faire aujourd'hui pour repenser l'adoption. Eh bien, je crois qu'il s'agit de faire en sorte que les enfants et les parents ne soient pas dans ce huis clos dans lesquels vous avez l'air de les décrire, mais qu'ils s'inscrivent dans une transformation globale de la société, dans une réinvention globale de ce qu'est la famille dans la société d'aujourd'hui, qui n'a plus rien à voir avec ce modèle très classique qui calque la fécondation sur l'engendrement, c'est-à-dire qui fait que le modèle idéal et idéalisé de la famille, c'est un homme, une femme, un père, une mère, dont sont issus un certain nombre d'enfants biologiques. Aujourd'hui, la famille, elle éclate de lois intangibles, de lois naturelles intangibles. Et que ça serait surtout ça l'étalon de la normalité, sauf que ça qui nous dirait la famille idéale, c'est celle-là, et en dehors de cela, vous êtes des sous-familles, vous êtes des sous-modèles de famille. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la famille? C'est des situations dans lesquelles, bien souvent, il y a plus d'un homme et plus d'une femme qui sont nécessaires à la mise au monde et à l'éducation et à l'élevage d'un enfant, élevage au sens noble du terme, bien évidemment. Parce que ce sont des familles recomposées, parce que ce sont des familles qui ont recours à des procréations médicalement assistées, parce que ce sont des familles qui ont recours à l'adoption. Et que si nos modèles... La PMA, pour l'instant, n'est pas à l'ordre du jour de Mme Bertinotti. Hein. Vous savez les polémiques que cela crée, donc ce sera pour plus tard. Pour les familles homoparentales, pas dans l'ensemble de la société. La PMA continue d'exister, pour les familles bien évidemment. Homoparentales, oui. Mais... plus les enfants, aujourd'hui, vont être confrontés dans notre société à des modèles ouverts de famille, je dirais des modèles citoyens, dans lesquels plusieurs parents, des réseaux parentaux, biologiques, non biologiques, adoptants, etc., créent des liens de solidarité pour offrir à l'enfant des soins, un hébergement et de l'amour, sans qu'on mette en concurrence toutes ces personnes vis-à-vis de l'enfant, plus ces modèles-là vont être intégrés, plus l'enfant, dans ces familles d'adoption, va se trouver dans une famille normale et pas dans une sous-famille. Enfin, tout de même, moi, je voudrais rebondir par rapport à ce que disait Brice et vous interroger. Vous vous souvenez tout de même, par exemple, alors ça ne fait pas forcément force de loi, mais du livre d'Evelyne Pizier, une question d'âge, je crois, en 2005, chez Stock, où elle racontait comment, justement, cette question d'adoption était devenue, au moment de l'adolescence de la jeune fille qu'elle avait adoptée, quelque chose qui était, disons-le tout clair, un cauchemar. Mais oui, mais des familles comme la famille d'Evelyne Pizier, j'en ai rencontré beaucoup. J'imagine que c'est un exemple parmi d'autres. Mais bien sûr, mais je dis ça à tous les parents qui ont des enfants adoptés. L'adolescence, ça va être difficile. Accrochez-vous au bastingage. Voilà, ils vont tester. Ils vont tester les liens, ils vont tester l'amour que vous leur portez. Donc accrochez-vous et puis ça passera. Ces enfants doivent se construire. Parfois, ça ne passe pas. Une identité. C'est très compliqué. Hein. Dans la plupart des cas, ça passe, vous savez. Dans la plupart des cas, ça passe. C'est important de faire passer ce message. C'est important de faire passer le message que les enfants adoptés n'ont pas des trajectoires et des destins fracassés par rapport aux autres enfants. Ils ont une adolescence difficile, oui, mais par la suite, ils nouent des liens d'excellente qualité avec leur famille. Caroline, Eliachef, pour aller dans ce sens, bon là on parle effectivement des enfants adoptés, il faut savoir que lorsque ces enfants viennent en consultation, et ils viennent fréquemment comme les autres, j'ai envie de dire, la personne qui les reçoit ne doit pas avoir l'adoption. Voilà, il y a d'autres choses que l'adoption dans leur vie. Certes, l'adoption fait partie de leur histoire, avec effectivement toujours, avant l'adoption, une histoire d'abandon. Mais si on est fixé là-dessus et qu'on interprète absolument tout en fonction de l'adoption, on fait tout le reste. Et ça aussi, je crois qu'il faut le dire et je pense que vous serez d'accord. Entièrement d'accord. Je ne peux pas dire autre chose. Écoutez ce témoignage de Christine Snyder, qui est membre de l'association des parents adoptifs d'enfants d'Haïti. Avec son mari, ils ont adopté 3 enfants haïtiens, Juliette, 5 ans, Magda, 8 ans, Mathéo, 8 ans et demi. Bon, pour Mathéo, la procédure d'adoption a duré 11 mois et pour la petite Magda et les petites Juliette, 16 mois. Mais enfin, Antoine Beauchamp rencontre Christine Snyder. Il lui a demandé au fond si ses enfants parlaient ou pas du pays d'origine. Et elle explique ainsi l'importance qu'il y a à garder un lien constant, par exemple, donc avec Haïti.
Juliette. 5h30. Tu t'appelles comment? Mathéo. 8 ans et demi, je vais avoir 9 ans. Le 8 janvier. Et je suis née en 2005. De différentes façons selon les âges. Ils sont curieux de leurs origines de manière générale, même s'ils s'en font une idée évidemment parfois un peu fantasmatique, qu'ils arrangent à leur façon selon l'âge, mais ils sont curieux de leurs origines. Ils sont curieux donc de leur famille biologique, bien sûr, savoir d'où ils viennent, et puis de leur pays d'origine. Évidemment, donc ils posent des questions, ils ont des souvenirs, pour la moyenne, ils ont des souvenirs linguistiques aussi, des mots qui restent ou des tournures de phrases qui restent. De garder un lien avec Haïti, ça me semble très important pour eux, pour nous, et puis je trouve que les parents qui ont adopté en Haïti restent plus volontiers en contact avec ce pays. Est-ce que vous avez des petites craintes pour le moment de l'adolescence, qui est toujours un moment un peu charnière pour un enfant qui va vers l'âge adulte? Alors je crains effectivement qu'il y ait des moments houleux, je m'y attends, mais j'allais dire comme pour tout adolescent. Comme pour tout adolescent, donc autour de moi, les exemples sont nombreux dans les familles adoptives ou pas, où les enfants effectivement entrent en crise. Peut-être il y a un mode un peu particulier pour les enfants qui ont été adoptés, mais pas plus que ça. Enfin, je ne crois pas que ce soit forcément déterminant. Voilà. Ensuite, que ça se focalise là-dessus à certains moments, pourquoi pas. Mais je crois qu'on est en quête d'identité et que les questionnements sont pour tout le monde, quel que soit le parcours. Voilà, Christine Snider au micro d'Antoine Beauchamp. Bon, elle a quel âge, votre petite? Elle a 11 ans. Donc ça va venir. Oui, elle a vécu 7 ans en Afrique, elle est africaine, donc ses racines sont évidemment très, très importantes. Mais ce que nous dit ce reportage, et puis pour rebondir sur ce que dit Serge Effet, c'est que d'abord, il y a, dans le cadre de la filiation biologique, il y a plein de problèmes à l'adolescence. Il n'y a pas que dans les filiations adoptives, ça vous le savez tous. Mais ce que nous enseigne tout ça, c'est qu'en fait, la filiation, c'est d'abord une vérité anthropologique, c'est un lien qui se construit, c'est un lien de culture, pas un lien de nature. Et qu'évidemment, ce lien de culture, c'est aux parents adoptifs et aux enfants d'essayer de le créer, y compris dans le métissage. Moi, je me sens un peu togolais, un peu africain depuis que j'ai une fille africaine. Qu'en est-il, au fond, dans les échanges qu'il y a entre les parents et les enfants adoptés? Dans les moments, justement, où il y a quand même la crise, c'est quoi? C'est au fond cette sorte de marchandage entre amour, piété, pitié, tu me dois que tu sois mieux aujourd'hui que tu l'étais auparavant. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, quand même. Vous savez, il s'agit comme pour tous les enfants, surtout au moment de l'adolescence, j'insiste sur l'adolescence parce que c'est le moment le plus difficile, de tester le lien. Voilà, on teste la solidité du lien avec ses parents. Or, je dirais que c'est un double test pour ce qui concerne ces enfants adoptés, parce qu'ils doivent se défaire d'une certaine façon d'un conflit de loyauté avec des parents qui sont souvent idéalisés à ce moment-là, qui sont les parents biologiques, qui ont connu un destin absolument tragique et auxquels ces enfants ont envie de s'identifier pour pouvoir se séparer de leurs vrais parents, qui sont les parents qui les ont adoptés. Donc, si vous voulez, c'est un double mouvement. Je dirais que les adolescents, dans les familles habituelles, ont un mouvement de retrait et de séparation. Ces adolescents-là, ils ont un double mouvement de séparation à faire pour pouvoir réadopter dans un deuxième temps leurs vrais parents, qui encore une fois sont les parents qui les ont adoptés. Adopte l'autre. C'est ça, au fond, mais dans toutes les familles. Toutes les familles, c'est un double processus d'adoption. Oui, tout à fait. Je voudrais rebondir sur deux choses. Premièrement, on parlait des origines. Je crois que les origines, il n'y a pas d'injonction de la société pour se construire d'aller rechercher ses origines. C'est un droit personnel. Chaque adopté va aller ou pas en fonction. Il y en a qui vont le faire très jeune, il y en a d'autres qui vont le faire beaucoup plus tard. Certains le font même quand ils deviennent grands-parents. Mais en aucun cas, il y a une obligation d'aller rechercher ses origines. C'est vraiment un droit qui leur appartient. Et ça, ils sont très clairs quand ils en parlent. Et puis également, vous parliez tout à l'heure de ils ne nous doivent rien. Il y a absolument pas. L'adoption, c'est pas une œuvre humanitaire. Si on veut faire de l'humanitaire, on va parrainer. On devient parent, on est parent. Ils sont nos enfants. Ils ne nous doivent strictement rien. Et effectivement, mettre les enfants dans cette
dette par rapport à... C'est quelque part les mettre dans une difficulté qu'ils vont avoir énormément de mal à surmonter. Caroline Eliachef ? Oui, je pense que ce que vous dites est très important parce que c'est aussi une évolution très importante, c'est-à-dire que effectivement l'adoption n'est pas une œuvre humanitaire. Et ça, je crois qu'il faut le dire très très clairement aux parents. Et parfois, ça peut se sentir chez les parents, ça, et on leur dit attendez, là, oui, vous n'êtes pas bien du sûr, tout, mais les gars. Ça a été comme ça pendant très longtemps. Donc, il ne faut pas non plus critiquer les parents. Il faut leur montrer que ça a changé. Quand vous parlez de la recherche des origines, bien sûr qu'elle n'est pas obligatoire, mais l'État doit assurer qu'elle soit possible. Tout à fait. Or, ce n'est pas le cas. Tout à fait. Nous demandons d'ailleurs, nous avons fait un livre blanc, j'ai oui. vu qu'Olivier l'avait, Oui. et effectivement, nous demandons à ce qu'il y ait pour tous les adoptés un accompagnement dans la recherche et également un conservatoire de tous les dossiers, de manière à ce que chaque adopté puisse avoir un endroit où il peut retrouver ses dossiers. On nous dit, Serge Effès, que la famille moderne, c'est plus la famille classique, qu'il y a une mutation anthropologique et que finalement, la famille biologique, c'est quelque part un peu démodé. En tout cas, le lien biologique, c'est secondaire. Hein, enfin, c'est à peu près ce que vous nous avez dit. Mais alors, pourquoi y a-t-il toujours cette quête des origines chez l'enfant adopté, si vraiment c'est tellement secondaire ? Serge Effès. D'abord, il n'y a pas de lien biologique. Ce qui crée lien, c'est évidemment la rencontre de deux psychismes et de deux personnes. Le lien biologique, c'est un lien imaginaire. Mais c'est un lien imaginaire très puissant. On le voit bien dans tous les romans populaires du début du 19e siècle, les enfants marqués qu'on dépose sur le portail d'une église et qui n'ont de cesse de retrouver, à travers le sang, leurs parents. Donc c'est pas si secondaire que ça, finalement, le lien biologique. C'est un système de représentation, c'est une idéologie. L'idéologie du sang, on la connaît bien, hein, elle est très puissante et en même temps, on en connaît ses limites. Or, bien évidemment, tous les enfants se sentent imaginairement, charnellement reliés à la chair dont ils sont issus. La plupart des enfants qui sont dans cette quête de retrouver leurs parents biologiques, vous savez, moi j'ai entendu 40 histoires comme ça, ils les retrouvent, ils leur disent bonjour, ils leur serrent la main, ils leur disent je suis très heureux de vous avoir rencontré, et c'est fini. Oui. Et les liens, et alors, justement, il n'y a pas de lien. Et quand il y a des frères et des sœurs biologiques qu'on retrouve. Eh bien, c'est la même chose. On fait la fête, on se tape dans le dos, et puis, en général, les choses s'arrêtent là aussi. Parce que ce ne sont pas des frères et sœurs. Écoutez le témoignage de... Alors, en plus qu'elle a un patronyme magnifique par rapport au sujet d'aujourd'hui. Parce qu'on va écouter, il faut écouter les adoptés quand même. Écoutez donc Sandra Racine, de Haute-Normandie, qui a 36 ans. Elle fait passer de côté du miroir avec son témoignage. Elle a été adoptée en Haute-Normandie à l'âge de 2 ans. Et puis, elle a un jour eu envie de rencontrer sa mère biologique. Elle a même raconté cette expérience dans un livre qui a un titre qui va vous faire sourire, Olivier, parce que vous, c'est le jour où j'ai rencontré la fille. Et Sandra Racine a écrit « Demain, je vais rencontrer ma mère » aux éditions Cogito. Elle témoigne au micro de Tanguy Bloom. Moi, j'ai été adoptée à l'âge de 2 ans et 4 mois. Et à partir de 8 ans, l'adoption a commencé un petit peu plus à me poser des questions. Moi, au lieu de penser que j'avais été abandonnée, je me disais, je suis orpheline, donc j'ai été adoptée. Et puis, c'est vrai que les années collège, les années lycée, les questions sont venues s'accompagner aussi d'un peu de tristesse, un peu d'incompréhension. J'avais 20 ans quand je suis allée consulter mon dossier de social à l'enfance, où j'ai découvert que j'avais une grande sœur et un petit frère. Donc voilà, moi j'ai rerangé le dossier pendant 10 ans en fait. Et c'est vraiment ma propre parentalité en fait qui a fait bouger les choses. Et qui m'a fait vivre l'abandon. Je me suis pris quelques petites claques comme ça. Et puis au moment de vouloir un deuxième enfant, je suis complètement bloquée en fait. Et à l'époque j'étais en thérapie. Et la psychologue, elle me disait juste, vous avez des choses à dire avec la biologique. Et moi j'étais là, non. Jusqu'au jour, en fait, mes parents m'ont dit, nous, on est prêts à t'accompagner. Ces mots-là, en fait, ça a déclenché une énergie que je soupçonnais pas. Et donc, j'ai retrouvé ma biologique en 2 jours. Sauf que c'était pas forcément réfléchi, ni pour eux, ni pour moi. Donc, on a foncé un peu tête baissée. C'est un moment qui est assez bouleversant. Bon, j'ai eu la chance de tomber sur une femme qui était d'accord pour me rencontrer. Donc, la rencontre, pour moi, s'est très, très bien passée. Après, c'est pas une personne que je revois parce que on n'était pas dans les mêmes attentes. Donc elle était dans l'attente d'une mère qui attend sa fille et qui retrouve une fille. Alors que moi, j'étais dans une rencontre avec une mère biologique, et j'étais pas dans une recherche de relation, mais dans une recherche d'une rencontre avec l'histoire. Voilà, Sandra Racine, au micro de Tanguy Bloom. Serge Effès. C'est un merveilleux témoignage, c'est un merveilleux nom, Racine, justement. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Sandra? C'est que les origines, c'est pas les racines, justement. C'est pas la même chose. Les origines, elles sont devant soi. Les origines, c'est une narration qu'on n'en finit pas de se raconter tout au long de sa vie. Et c'est un parcours. Et c'est très beau d'entendre un parcours où il y a 10 ans d'attente. Puis au bout de 10 ans, les choses se passent en 2 mois. Il y a quelque chose qui se télescope. Et puis,
quelque chose reprend. C'est-à-dire que là d'où nous venons, notre histoire, elle ne finit pas de se raconter. Notre identité, c'est une identité narrative. Nous la tissons au jour le jour et nous rencontrons différents protagonistes qui permettent de l'enrichir. Et les parents biologiques, dans l'histoire de Sandra, ils font partie de ces protagonistes. Ils permettent d'avancer. Ça n'est pas une fin en soi de retrouver un parent biologique. Olivier Parent d'Arvor ? Oui, ce que je trouve intéressant dans le mouvement actuel de la société, y compris d'ailleurs dans la loi que prépare Dominique Bertinotti, c'est qu'il s'agit non pas de promouvoir la famille, mais les familles. Alors évidemment, ça peut choquer un peu, ça peut... Elle a beaucoup insisté là-dessus, effectivement. Oui. C'est un pluriel, hein, les familles. Brice Couturier peut se poser un certain nombre de questions, mais enfin, je préfère cette vision des choses que le point de vue d'Hervé Mariton et de Christine Boutin, qui pensaient vraiment que le couple hétérosexuel était le bien élémentaire de l'enfant, comme ils l'ont dit il y a quelques années, et ils l'ont redit régulièrement. Je crois qu'on est à un moment d'ouverture, et en effet, la filiation adoptive et d'autres formes de filiation, de parentalité sont des options. Voilà. Caroline Eliachef. Oui, la famille adoptive, elle a des liens avec la famille recomposée. On sait qu'aujourd'hui, un couple sur deux se sépare, que les familles nombreuses, ce sont des familles recomposées, et que, je veux dire, quand un enfant, quel que soit son âge, vit avec un beau-parent ou une belle-mère ou un beau-père, il y a quelque chose qui ressemble à de l'adoption. Et donc voilà, l'adoption n'est pas un îlot comme ça, tout à fait isolé. Il est effectivement tout à fait inscrit dans ce qui se passe aujourd'hui. Et l'adoption évolue effectivement avec la société. C'est pour ça que le changement des lois va se présenter. Peut-être pour nos auditeurs, il faut parler de la situation de l'adoption internationale. Alors, j'allais dire, quand vous parlez de cela, Caroline, on pense immédiatement quand même très bien les changements de mœurs, les changements des manières de famille au pluriel. Voilà, il y a toutes ces évolutions-là, mais il y a aussi les évolutions en sens inverse. C'est-à-dire qu'on voit bien comment il y a de très nombreux pays qui se disant en France, maintenant, si les homosexuels peuvent adopter, hors de question que nous, on ouvre notre pays à l'adoption. Il y a un resserrement très grand. C'est très difficile d'adopter à l'étranger, non ? Enfin, c'est très Nathalie difficile. Parent. Oui. Ce qui se passe, c'est que au niveau de l'adoption internationale, il faut revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'adoption, c'est une mesure de protection de l'enfance. Il y a une loi, un traité qui s'appelle la Convention de la Haye, qui a été signée en 93, ratifiée par la France en 90. Et qui aujourd'hui est ratifié par un certain nombre de pays. Qu'est-ce que prévoit la Convention de la Haye ? Il prévoit le principe de subsidiarité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État s'engage déjà à mettre en place des mesures de protection de l'enfance. Premièrement, essayer de lutter contre l'abandon et de faire que les enfants restent dans leur famille. Si ce n'est pas possible, à faire en sorte que les enfants restent dans leur famille élargie. Si ce n'est pas possible qu'ils soient adoptés en national, petite parenthèse, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus. On a un nombre de pays conséquents aujourd'hui. Je vais peut-être par exemple citer le Brésil, qui était un pays dans lequel on adoptait il y a 20 ans. Aujourd'hui, les Brésiliens adoptent les enfants brésiliens. Ceux qui ne sont pas adoptés au Brésil, c'est les mêmes enfants qui attendent chez nous. C'est des enfants grands, c'est des enfants en fratrie, c'est aussi les enfants de couleur au Brésil. Mais on voit cette évolution des pays, de la culture. Et pardonnez-moi, je vais vous poser une question très naïve. C'est mieux quand même comme ça ? C'est mieux que les pays, on puisse... Oui, bien sûr, mais bien sûr que c'est mieux. Que les petits Brésiliens soient adoptés au Brésil, qu'ils soient adoptés à Dunkerque, mais oui, ou à Toulouse, pardon, Nord-Sud. Peu importe, mais bien sûr que c'est mieux. Et donc, l'adoption internationale, ça doit être la dernière mesure de protection. C'est-à-dire si toutes les autres n'ont pas fonctionné. Alors, effectivement, ça fait en sorte qu'un certain nombre d'enfants, le nombre d'enfants à l'international diminue. Après, on voit aussi autre chose, c'est-à-dire que les enfants sont aussi pris en otage pour des raisons idéologiques, politiques, religieuses, diplomatiques. Et ça, c'est un autre sujet, c'est-à-dire que c'est des enfants qui, du jour au lendemain, on décide effectivement que ces enfants-là ne peuvent plus bénéficier d'une mesure d'adoption internationale comme mesure de protection de l'enfance. Par contre, il n'y a aucune mesure de prise pour eux et ils restent dans des institutions pendant des années jusqu'à leur majorité. C'est ce qui s'est passé notamment dernièrement en Russie par rapport à l'adoption des enfants russes par les Américains. Tout à fait. Olivier Parent d'Arvor. Ce qui crée probablement beaucoup de confusion et de troubles, y compris dans la tête des parents adoptifs, et je pense aussi à eux, là en l'occurrence, c'est qu'il y a d'un côté une situation de l'enfant dans le monde qui est pas simple. Je citais ce chiffre important de l'UNICEF, 50 millions d'enfants
qui naissent chaque année, 50 millions d'enfants qui ne sont pas déclarés, qui ne sont pas reconnus. C'est-à-dire ces enfants, ce n'est pas du tout des enfants adoptables, hein, mais c'est des enfants qui n'ont pas d'accès aux soins, à l'éducation, n'auront pas de passeport, pourront pas circuler, ne pourront pas voter. Donc ça fait le lit des dictatures. Soigner, voilà. éduquer, notamment en Chine. Donc il y a ce nombre d'enfants qui en effet sont en situation de très grande précarité. Il y a des demandes en effet fortes de couples pour adopter. Et puis on confond un peu tout, mais tout ça n'est pas forcément compatible. Mais la situation de l'enfant n'est pas réglée uniquement par la Convention de la Haye. Loin de là, il y a encore dans de très nombreux pays, y compris ces pays qui prennent des mesures aujourd'hui, une situation qui est insupportable, hein, ces enfants. Brice Couturier. Oui, il y a toute une politique étrangère de certains pays qui se servent de l'adoption des enfants adoptés comme des moyens de pression et des moyens de négociation internationale, et c'est quelque chose à dénoncer. Il faut aussi dire qu'on a fait pendant des mois tout un foin autour du fait que les couples homosexuels qui sont maintenant mariables pourraient adopter des enfants, mais que la réalité concrète, c'est qu'il leur est totalement impossible d'adopter où que ce soit, puisque tous ces pays ont refusé. Oui. Sauf en France même, effectivement. Donc on ne voit pas bien de part et d'autre pourquoi il y a eu tant de polémiques autour de cette question qui en fait est inexistante. Oui, le problème de l'adoption par les couples mariés homosexuels n'est pas tant qu'ils auraient accès à l'adoption. Et effectivement, ça sera très difficile. C'est concrètement impossible aujourd'hui. Il est question de l'adoption par un des deux de l'enfant du conjoint. Et là se pose un problème qui n'a peut-être pas été évoqué, c'est que, prenons le cas d'un couple homosexuel femme, l'une des deux a adopté alors qu'elle était célibataire, elle a adopté en tant que célibataire, et donc éventuellement voudrait faire adopter son enfant par sa conjointe. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, ce ne sera pas possible. Pourquoi ? Parce qu'un enfant ne peut pas être adopté 2 fois. La situation sera différente lorsque un couple de femmes mariées adoptera. Alors Nathalie Parent. Quand vous dites conjointe, c'est-à-dire c'est la femme qu'elle aura épousée. Exactement. Si elle l'a épousée, elle peut adopter l'enfant, puisqu'on peut, effectivement, on ne peut pas être adopté 2 fois, mais si on n'a pas de filiation, c'est-à-dire si on a une seule filiation, la seule possibilité, c'est que le conjoint peut adopter l'enfant. Hein, mais c'est simplement parce qu'on n'a qu'une filiation. Sur cette question tout de même de l'international et des enjeux de l'adoption, toujours Christine Snider au micro d'Antoine Beauchamp. Ce qu'on constate depuis ces 2-3 dernières années, c'est un resserrement drastique du nombre d'adoptions à l'étranger, ce qui pose un vrai souci en fait, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui seraient juridiquement adoptables à l'étranger. Mais il est difficile pour les parents français de monter des dossiers, et que ce soit à travers l'AFA ou à travers des organismes d'adoption, de poser leur candidature. Et c'est bien dommage parce qu'enfin, à mes yeux, il y a des familles potentielles en France ou en Europe, on va dire, qui peuvent offrir vraiment de la stabilité, un avenir à un enfant. Moi, je considère qu'il y a un aspect protection de l'enfance dans l'adoption. Et beaucoup d'enfants encore, je pense, pourraient avoir une famille. Voilà, Christine Snider au micro d'Antoine Beauchamp. Pourquoi et comment ai-je pu devenir père d'une seconde à l'autre ? Page 158 de votre livre, Olivier Parent-Lavoir. Vous avez trouvé la réponse ou c'est toujours un mystère ? C'est tous les matins, quand je réveille ma fille, je comprends ce que ça représente, cette filiation. Non, il y a beaucoup de belles histoires, hein, il faut le dire quand même, parce que il y a beaucoup de bénévoles, Nathalie Parent en est une, et puis de travailleurs sociaux qui travaillent à ce sujet de l'adoption, qui est un sujet magnifique, et quand ça se passe bien, et ça se passe souvent bien, c'est formidable. Et puis on invente en effet quelque chose qui n'est pas de l'ordre du biologique, et qui n'est pas de l'ordre de la ressemblance. Moi, je pense que cette espèce d'obsession à se reproduire de manière effrénée mérite d'être questionnée de temps en temps, et que, enfin, il y a un côté écologique dans l'adoption. L'expérience personnelle de mes copains qui ont adopté, c'est que leurs enfants finissent par leur ressembler. Oui, c'est très frappant. Oui, c'est vrai. C'est très frappant. En l'occurrence, avec les tresses, ça sera très difficile me concernant. Vous avez une réponse à la... Oui, pour les tresses, mais... vous avez une réponse à la question, justement, d'Olivier Poivre-d'Arvor. Vous savez, Olivier Poivre-d'Arvor, il a un antécédent célèbre dans la littérature française qui a marqué notre inconscient collectif, c'est Jean Valjean et ses Cosette. C'est la plus belle histoire d'adoption qu'on a jamais écrite. Si on la relit et qu'on prend la peine de la relire, on parle des douleurs de l'épreinte, des douleurs de l'accouchement que ressent Jean Valjean. On parle de Cosette, et la façon dont elle adopte
ce père. Et cette relation-là, c'est une vraie relation charnelle, c'est une vraie relation d'engendrement, et c'est exactement ce qu'est l'adoption. Merci.